contrôle, la maîtrise, le pouvoir. Madame Bourbeau va d'abord éclaircir la différence entre ces trois termes. Elle va donner des exemples de la vie quotidienne dans lesquels on va sûrement se reconnaître. Nous découvrirons ensuite les liens qui existent entre le contrôle, la colère et la culpabilité, et quelles maladies peuvent être associées à notre désir d'avoir le contrôle. Elle explique aussi comment le fait de vouloir avoir du pouvoir sur les autres nous empêche d'être dans notre pouvoir de créer notre vie. Enfin, on va voir comment atteindre la véritable maîtrise. Alors, comme vous savez, notre conférencière est auteure de 2 livres, Écoute ton corps et Qui es-tu? Elle est aussi la fondatrice du Centre Écoute ton corps et de la fondation du même nom. Ça me fait plaisir d'accueillir avec vous Madame Lise Bourbeau. Bonsoir. Ah, mon Dieu, on a placé juste le bon nombre de chaises. Ça me fait plaisir de vous voir en si grand nombre et je vois des beaux sourires puis je vois beaucoup d'hommes. J'imagine que les hommes sont venus ici juste pour savoir comment leurs femmes essaient d'avoir le contrôle sur eux autres. Alors, vous allez avoir l'occasion de vous regarder à travers ça, si ça vous concerne ou non, le sujet de la conférence ce soir. C'est un sujet qui est très important, qui touche, je suis assurée qu'il touche tout le monde, parce que ça fait partie de la vie maintenant. Et ce que je veux faire pour débuter, je veux donner la signification des 3 termes que je vais utiliser toute la soirée pour être sûr qu'on se comprend dans notre façon, dans mon explication des 3, la différence entre le contrôle, la maîtrise et le pouvoir. Et parce qu'il y en a qui semblent penser que c'est la même chose. Alors, quand je parle de pouvoir faire quelque chose, hein? Pouvoir, disons, chanter, pouvoir travailler, on veut dire être capable de. Alors, quand je vais mentionner une personne n'est plus dans son pouvoir ou être dans son pouvoir, je veux dire une personne qui est dans son « je suis capable ». Hein? Alors, ça, c'est la définition de pouvoir. Maintenant, contrôler. Qu'est-ce qu'on veut dire par contrôler? Vous avez, ceux qui sont familiers ici avec Écoute ton corps, vous avez remarqué ici, on préfère utiliser le mot maîtrise parce que contrôler a une signification plus de retenue. Alors, c'est pour ça qu'on aspire à la maîtrise sans vouloir contrôler tout le monde. C'est ça que tout le monde veut avoir un jour. Alors, quand je parle de contrôler, ça veut dire vérifier. Hein? Quelqu'un qui est un contrôleur, il vérifie, ou surveiller, ou dominer quelqu'un d'autre. Ou le faire soi-même aussi. Tandis que la maîtrise, c'est la qualité de celui qui est maître de lui-même, qui peut se dominer. Alors, c'était ça qu'on veut en arriver. Hein? Pouvez-vous imaginer un monde où tout le monde est maître de lui-même? Tu sais, il sait justement quand arrêter, quand commencer. Ça atteint de la grande maîtrise. C'est vraiment ça qu'on veut arriver à faire un jour, mais mon Dieu qu'on a de la difficulté. Hein? Le contrôle prend le dessus, puis on ne sait pas faire la différence entre les deux. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on vit dans un monde de contrôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein, on a été contrôlés depuis aussi loin, moi, que je peux me souvenir. Chez nous, disons, la religion contrôlait beaucoup. Hein, je suis élevée dans une famille que la religion était très importante. Le gouvernement contrôle beaucoup. Le système médical veut tout contrôler. Tout ce qui concerne guérison des gens, le système médical veut tout contrôler ça. Le système scolaire, beaucoup de contrôle. Enfin, on était tellement habitués dans le contrôle qu'on a tous peur de se faire contrôler. On n'aime pas se faire contrôler. Hein. Vous savez ce qui arrive quand quelqu'un essaie de vous dire quoi faire, quand faire, puis comment le faire? C'est assez pour faire le contraire. Alors, on ne veut pas se faire contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de contrôler les autres. On est rendu là présentement. C'est ce qu'on vit, c'est ce qui cause autant de maladies, de séparations, de problèmes psychiatriques, de suicides, enfin, de drogue, d'alcool, parce que on sait plus où aller. On veut tout contrôler, puis ça ne va pas comme on voudrait. Je vais vous donner quelques exemples de contrôle. Parce que ça, j'y tiens toujours à donner des exemples, ceux qui sont habitués à suivre les conférences, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne se voient pas. Tu sais, c'est facile de voir les autres, hein? Alors, en donnant des exemples, peut-être que vous allez dire, « Ah, c'est du contrôle, ça, je ne savais pas. » Avec les enfants, levez la main ceux qui ont des enfants ici.
Bon. Alors, ça concerne beaucoup de personnes, puis ceux qui n'en ont pas, peut-être qu'ils ont l'intention d'en avoir. Avec les enfants, on essaie de contrôler leurs études. Hein, ça commence dès la première année. Tout petit, j'entends combien de mères qui disent « ben oui, il faut que j'aide mon enfant, mon petit garçon, fait ses devoirs, autrement, il va juste jouer, tu sais. » Puis là, on les lâche pas, on les talonne, il faut, continuellement. Puis ça continue, hein. Pas juste en première année, mais pauvre enfant, tu sais, c'est toujours de se faire contrôler ses études et puis comment il va arriver, s'il va avoir des bonnes notes, oui ou non, là, ça, les parents tentent de contrôler ça chez les enfants. Et même plus tard, les parents forcent souvent les enfants à faire des études parce que les parents n'ont pas pu en faire, tu sais. On veut contrôler leurs amis. Puis bien souvent, on le fait, tu sais, d'une façon bien sournoise. On dit « T'es-tu bien sûr tu l'aimes, ce petit ami-là? » Me semble que c'est pas ton genre. Toutes sortes de petites affaires pour essayer de convaincre l'enfant de changer d'amis. Hein? Ses cheveux, son habillement, sa façon de manger, ses lectures. Moi, je disais à mes grands garçons, ça a-tu de l'allure à votre âge encore lire des comics? Tu sais, pour moi, là, je me disais, un jour, ils vont peut-être finir par vieillir puis ils vont lire des livres qui ont de l'allure. J'essayais même de contrôler les livres qu'ils lisaient. C'est juste l'année passée que j'ai découvert que dans les comics, ça a pris des sacrés bons messages. Hein? Puis ils apprennent beaucoup de choses là-dedans aussi. Mais j'avais jamais voulu voir ça avant. Alors, on veut contrôler de toutes sortes de façons aussi leur sommeil. On dit là, l'heure de te coucher, on commence ça très jeune, puis plus tard, quand ils vont à l'école, ils font des études, on leur dit qu'il faut qu'ils se couchent, ça n'a pas d'allure, ils vont être fatigués, tu sais. Alors, c'est du contrôle toujours. On n'est pas capable de juste les laisser être. Eux autres, les enfants, décider qu'est-ce qu'ils voudraient manger, comment ils voudraient, tu sais, agir avec leurs amis, quel nombre d'heures ils veulent dormir. Et ça, imaginez, là, depuis qu'on est tout petit, je suis sûre que vous autres, en tant qu'enfants, vous avez vécu ça aussi avec vos parents. C'est la raison pour laquelle vous le faites avec vos enfants, parce que c'est ça qu'on vous a enseigné, tu sais. Et il y a beaucoup de contrôle qui se fait aussi d'une façon bien subtile, comme la mère poule, là, qui est toujours, qui s'occupe de son enfant, qui ne lâche pas, puis elle dit que c'est parce qu'elle l'aime, c'est sa façon de tout contrôler, en étant toujours au service de son enfant. Il y a des parents hein, qui sont au service, là, sans bon sens. Ils font le taxi à leurs enfants. Moi, je connais une mère sa fille avait 18 ans, il avait encore les cheveux, il avait ses bas nylons, elle faisait tout pour elle. Mais ça, c'est une façon de contrôler l'enfant. Avec le conjoint, on fait la même chose. On veut, entre hommes et femmes, en tout cas, moi, je trouve ça tellement regrettable de regarder aller les couples. C'est juste du contrôle aussi. S'il y en a un des deux qui a un petit peu trop de poids, l'autre, il dit, tu trouves pas, là, ce dessert-là, il me semble que tu n'auras pas besoin. Là, qu'on veut contrôler sa nourriture, son poids. Quand ils vont dans les parties, tu sais, tu es rendu à ta 4e bière, il me semble que tu pourrais modérer un peu. Mais tu sais, tout, c'est un contrôle l'autre dans toutes sortes de domaines. Même au travail, souvent, il y a un conjoint qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe au travail de l'autre. Puis tu devrais dire ça à ton patron, puis tu devrais faire ci, puis tu devrais faire ça. Tu devrais lâcher ça, ce travail-là. Ou bien, tu devrais trouver un travail, tu sais. Si la femme, disons, ne travaille pas, des fois, c'est le mari qui voudrait que sa femme se gagne de l'argent, arrêter d'en dépenser autant, puis aller s'en faire un peu. T'sais, toujours dire à l'autre quoi faire, c'est du contrôle. Il y a beaucoup de contrôle qui se fait dans les couples aussi au niveau du sexe. Alors, quand il y a un couple qui en a un qui en veut toujours plus que l'autre, c'est du contrôle. C'est la façon de celui qui en veut beaucoup de pouvoir reprendre le contrôle. Parce que la personne qui en veut moins, bien souvent, c'est elle qui a le contrôle sur d'autres choses. Vous regarderez ça cette semaine chez vous, là. Et c'est comme une espèce de façon de vouloir reprendre son contrôle. C'est toujours inconscient, ça, bien souvent. On s'en rend pas compte de ces choses-là. Et puis, on utilise beaucoup le sexe pour récompenser. On se dit, oh, ben, monsieur, il a été fin, là, cette semaine, tu sais. Puis quand il n'est pas trop à notre goût, ben là, on dit non. Hein? Alors, beaucoup de femmes utilisent le sexe comme moyen de marchandage et pour pouvoir contrôler. Et quelques hommes utilisent ce moyen-là. Les hommes aiment mieux utiliser d'autres moyens. Pour refuser, c'est ça. Quoi d'autre? Ah, mon Dieu. Un moyen de contrôle qui est utilisé sans bon sens, c'est la maladie.
Et je vous assure qu'il y en a qui pourraient se guérir très vite, mais ils ne veulent pas, parce que grâce à leur maladie, ils font marcher le conjoint. Là, ils ont, tu sais, pour que le conjoint ait pitié, ou bien c'est sa façon de pas aller travailler ou de ne pas aller à quelque part, parce que là, son asthme vient de empirer ce soir-là, tu sais. Alors, un gros moyen de manipulation, et la manipulation, c'est du contrôle. Souvent aussi de faire des menaces. Hein? Il y en a entre conjoints qui font des menaces de se séparer. T'aimes pas ça? OK, je vais m'en aller. Genre, ou bien, oh, ben, va-t'en. Tu sais, vous toujours des menaces comme ça, puis là, oh mon Dieu, je veux pas que ça arrive. Puis, tu sais, alors ça, à chaque fois que vous utilisez une menace quelconque, c'est pour pouvoir prendre le contrôle sur l'autre. Pleurer, hein? Il y en a beaucoup qui utilisent ce moyen-là. Ils se mettent à pleurer. Alors ça, c'est plus les femmes aussi. Ils semblent être plus habiles dans ce moyen-là. Quand ça ne va pas, ils ont essayé d'autres moyens, puis ça ne sent pas marcher. L'homme ne veut pas vraiment faire ce qu'elle veut, bien là, ça se met à pleurer. Hein? C'est faire la victime. T'sais. Oui, mais moi, je prie toute la journée à la maison avec les enfants, puis je fais ci, puis je fais ça, puis là, elle utilise toutes sortes de choses pour avoir pitié, pour que son mari ait pitié d'elle, ou le mari fait la même chose, fait la victime, lui, dans d'autres domaines, pour que la femme ait pitié. Alors, chaque fois que vous utilisez ces moyens-là, ça peut sembler être de la victime ou, d'autres choses, mais dans le fond de ça, là, c'est toujours pour avoir le contrôle. On veut même contrôler les émissions de télévision que les autres vont regarder. Ça, j'entends ça souvent. Les femmes, ils disent, c'est épouvantable. Mon mari, il fait rien que regarder ses affaires de sport, puis des films d'horreur. Je sais pas quoi faire pour qu'il change de, tu sais, qu'il arrête de regarder la télévision comme ça, de ce genre d'émission-là. Alors, vous voyez, elle veut avoir le contrôle là-dessus. Puis le mari aime peut-être pas le genre d'émission que la femme regarde, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'ils ont deux télévisions. Mais voyez-vous comment on a de la difficulté à juste laisser être les autres. Et juste commencez à vous regarder un petit peu, là, qu'est-ce qui vous touche plus là-dedans. Avec les parents, c'est la même chose. Qu'on soit jeune, puis qu'on vive chez nos parents, ou qu'on soit rendu à 40 ans, puis qu'on a encore nos parents, bien souvent, on voudrait donc les changer. On voudrait donc contrôler quelque chose. Il y en a beaucoup qui viennent me voir puis qui disent « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour convaincre ma mère de venir prendre des cours? Que ma mère est toujours malade, puis, tu sais, il me semble que ça y ferait du bien. Oui, mais ta mère, est-ce qu'elle veut? » Tu sais, c'est toujours ça. On voudrait toujours contrôler les autres, décider pour les autres. Et c'est pas ça la solution. C'est beaucoup, beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'énergie à vouloir contrôler quelqu'un d'autre si l'autre n'a pas dit « je veux être contrôlé ». Parce que des fois, ça peut faire notre affaire, mais on vérifie pas, hein? On oublie d'aller vérifier avec l'autre. Alors, avec les parents aussi, on peut dire, me semble que ma mère devrait penser plus à moi, tu sais, je la trouve sans cœur, elle pourrait bien me prêter de l'argent, là, quand j'en manque, comme ça. Puis, mon père aussi pourrait bien m'aider plus. Et puis, vous voyez, c'est toutes sortes de façons de dire, bon, ben, mes parents devraient être de telle façon. Et c'est une façon de vouloir prendre le contrôle sur eux autres. On voudrait que nos parents nous comprennent, hein? Comment est-ce qu'ils peuvent vous comprendre si vous autres, vous ne comprenez même pas? Puis on voudrait qu'ils soient là, quand on en a besoin. Là, il faudrait qu'ils lâchent tout. Là. Là, les parents, parce que l'enfant, là, tout à coup, a un problème. Là, puis les parents, il faut que leur vie arrête à cause de ça. C'est pas comme ça. On n'est pas devenus parents. Il n'y a pas personne qui est parent pour arrêter de vivre quand un de ses enfants a un problème. Ça doit se faire. Les problèmes, c'est pas toujours aux parents à régler les problèmes des enfants. Je connais même des gens, des enfants, qui, pour contrôler leurs parents, parce qu'ils sont tellement pas de bonne humeur là, avec leurs parents, qu'ils arrêtent d'aller les voir. C'est comme une façon de pouvoir punir leurs parents. Il y en a qui arrêtent même de parler à leurs parents. Il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils n'ont pas vu leur père ou leur mère où il leur a parlé. Alors ça, c'est de vouloir vraiment les contrôler. Et ces gens-là se disent « Oh non, ça ne me dérange pas, moi, c'est comme s'ils n'existaient pas. » Mes parents, moi, non, je ne les haïs pas. Je suis complètement indifférente. Et ça, c'est juste des accroires qu'on se fait. C'est notre façon de vouloir contrôler la situation parce que la situation n'est pas à notre goût quand on est avec nos parents. Alors, pour la contrôler, on fait semblant que ça n'existe pas, mais c'est pas la solution. Ça fait des grosses émotions en dedans.
Et au travail aussi, il y a beaucoup de contrôles qui se passent dans les milieux de travail. On veut contrôler les résultats. Hein? Alors, disons, vous faites votre travail du mieux que vous pouvez, là, puis les résultats ne vont pas à votre goût. Qu'est-ce que vous faites? Bien là, vous cassez la tête, vous vous tapez sur la tête, vous avez des grosses émotions parce que les résultats ne vont pas comme vous attendiez. Et c'est impossible d'avoir toujours les résultats qu'on veut parce qu'il y a d'autres gens qui sont là aussi dans le portrait. Tu sais, vous n'êtes pas seul au milieu du travail. Et c'est ce qui cause beaucoup de burn-out, d'ailleurs, au milieu du travail, des gens qui sont des grands perfectionnistes, qui travaillent très fort, qui se dévouent beaucoup et qui n'ont pas les résultats qu'ils voudraient à cause souvent du système qui va à l'encontre de ce que cette personne-là fait. Et ça, c'est de vouloir contrôler les résultats, vouloir contrôler les décisions du patron. Hein? Combien de fois il y en a qui arrivent à la maison, puis là, ça bougonne, après tout le monde les entend, là, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui du travail, ça n'a pas de bon sens, tu devrais savoir ce que le patron a fait, puis là, ça n'arrête pas de critiquer, hein? Puis c'est sûr, il y a beaucoup de critiques avec ça. Alors, le patron, c'est le patron. Si tu veux tout décider, deviens patron. C'est aussi simple que ça. Et le patron, s'il prend des décisions qui vont à l'encontre, d'après toi, à l'encontre, disons, du succès de la compagnie, bien, c'est lui qui va payer le prix. À un moment donné, il va s'en apercevoir. Puis, il y a peut-être aussi des bonnes raisons qu'il n'a pas dit à toi de prendre certaines décisions. Alors ça, c'est, tu sais, au travail, il a vu qu'on passe beaucoup de temps dans notre vie d'adulte, dans notre milieu de travail. C'est un endroit où on a grand intérêt à apprendre à lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler. On veut contrôler ce qui se passe aussi dans le milieu de travail des employés. Tu sais, on trouve qu'il y a de l'injustice, et puis c'est pas correct. Il y en a un qui est favori, puis il y en a qui ont des passe-droits. Tu sais, beaucoup de choses qu'on voudrait tout contrôler, puis c'est ça qui vous fait vivre autant d'émotions quand vous arrivez chez vous, parce que là, vous avez l'impression que vous n'avez pas le contrôle. Parce que si vous voudriez pas contrôler, ça ne vous dérangerait pas de ne pas avoir le contrôle. Alors, aussitôt que quelque chose te dérange parce que ça ne va pas à ton goût, sois sûr que dans le fond, en arrière de ça, c'est que tu voudrais avoir le contrôle. Alors ça, c'est un moyen pour savoir là, si vous voulez savoir à quel moment vous voulez le contrôle dans votre vie. Alors, si vous vous voyez dans différentes situations que je viens de nommer, soit avec le conjoint, le parent, l'enfant, à ton travail, tu es en train de vouloir contrôler plusieurs choses, c'est que tu veux te contrôler toi aussi de la même façon. Ça va ensemble. C'est pour ça qu'on est toujours les derniers à se voir, à se connaître. C'est plus facile de se voir alentour avec les autres personnes autour de soi. Mais vous faites la même chose avec vous autres-mêmes. Et la personne qui se contrôle continuellement, c'est la personne qui ne se donne pas le droit de faire des erreurs, ne se donne pas le droit d'oublier quelque chose, ne se donne pas le droit de s'amuser avant de travailler, hein? Se donne pas le droit d'être enfant, des fois, tu sais, petit enfant. Se donne pas le droit de paresser. Se donne pas le droit d'avoir des mauvais résultats. Bien, mauvais résultats selon sa conception à elle. Alors ça, ce sont des personnes qui veulent se contrôler continuellement. Et c'est assez difficile à voir ça. Hein? Beaucoup de gens ne se voient pas dans le contrôle envers eux-mêmes. Mais je vous assure, c'est là. C'est aussi présent que si vous voulez contrôler l'autre, vous contrôlez de la même façon. Alors, quand on se contrôle, c'est comme s'il y a quelque chose en dedans de nous autres qui dit on ne doit pas être de telle façon. Ça, ce sont souvent des décisions qu'on prend quand on est jeune. Ça peut être que vous ne voulez pas être comme un parent, la mère ou le père. Et pratiquement, chacun de nous avons pris une décision comme ça quand on était jeune. Il y a quelque chose dans nos parents qu'on n'a pas aimé. Et on décide qu'on ne sera pas comme eux autres. Et ça développe le contrôle, de vouloir contrôler, de vouloir faire quelque chose contraire à ce qu'ils étaient. Et tout ce temps-là, ça, vous faites beaucoup de tort en ne voulant pas être comme quelqu'un. Parce que tout ce que tu fais, tu es le contraire de cette personne-là. Pendant ce temps-là, tu oublies d'être toi-même, tu sais. Parce que peut-être ta vraie personnalité à toi, c'est pas d'être comme ton père ou ta mère, puis pas d'être le contraire. Ce serait quelque chose entre les deux. Mais comment vas-tu le savoir? C'est quoi qui est ta vraie personnalité si tu es tellement occupé à te contrôler pour ne pas être comme un de tes parents? Alors ça provoque beaucoup le contrôle de soi. Et qu'est-ce qui arrive aussi maintenant de se contrôler comme ça? C'est quand ça ne va pas à notre goût, on ne réussit pas à se contrôler, l'étape suivante, c'est qu'on se sent coupable.
plus vous vous sentez coupable, regardez-vous, si vous êtes une personne qui vous sentez coupable facilement, plus il y a du contrôle derrière ça. C'est que ça ne va pas selon nos attentes ou ce qu'on veut avoir. Et là, on commence à s'en vouloir, à se taper sur la tête, à se dire qu'on n'est pas correct parce qu'on n'a pas réussi à avoir le contrôle. Alors, on se sent coupable. L'étape suivante, c'est la colère. Est-ce qu'il y en a qui piquent des bonnes colères ici, des fois? Jamais, hein? Ben non. Il y en a qui en piquent pas, mais je te dis qu'ils aimeraient ça en piquer, hein? Et la colère, quand même que vous vous choquez après une personne ou vous frappez dans le mur ou vous choquez après 50 personnes, la colère est toujours dirigée envers soi-même. On n'est jamais en colère avec les autres. La colère est toujours envers soi-même. C'est qu'on la fait sortir, on s'en prend à ceux qu'on aime. C'est une façon de défouler notre colère. Parce qu'on n'est pas assez conscient pour savoir que c'est envers soi-même qu'on en veut le plus. On s'en veut de s'être laissé avoir. On s'en veut de ne pas avoir dit, de ne pas s'être affirmé, de ne pas avoir dit ce qu'on avait à dire à tel moment. On s'en veut pour toutes sortes de choses. Et on s'en veut de ne pas avoir le contrôle. On pense qu'on devrait tout contrôler. Et c'est pour ça que la culpabilité, la suite de la culpabilité, c'est la colère. Et vous savez que plus vous êtes en colère, c'est là qui arrive la prochaine étape, c'est là que vous perdez votre pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est « je suis capable ». Et la personne qui est en colère n'est plus du tout dans son pouvoir. Vous remarquez quand vous vous choquez, là, vous commencez à vous défouler sur quelqu'un, là, cette personne-là, elle a juste à dire la bonne phrase ou le bon mot là, pour encore vous pomper davantage. Et là, vous devenez de plus en plus en colère. Parce que vous venez de donner tout votre pouvoir à la personne sur laquelle vous défoulez quand vous êtes en colère. Vous n'avez plus, vous n'êtes plus en état de pouvoir du tout, du tout. Et quand on n'est pas en état de pouvoir, quand on est en colère, on ne peut pas rien apprendre. Vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas grandir. Parce que c'est un état de fermeture, être en colère. Puis vous imaginez une personne qui est en train d'apprendre à jouer du piano. Puis là, elle se met en colère parce qu'elle fait des fausses notes et puis elle n'est pas capable de suivre comme il faut là, ce que son professeur lui a enseigné. Puis là, bang, bang, bang sur le piano, puis elle joue du piano en état de colère. Pensez-vous qu'elle va apprendre à jouer du piano? C'est impossible. Elle va refaire ses erreurs de plus en plus à cause de son état de colère. Alors, ça, on sait que c'est pas bénéfique. Il n'y a pas personne qui est gagnant là-dedans. Et c'est un cercle vicieux. Hein? Alors, plus tu es en colère, bien, ça ne va pas à ton goût. Bien là, après ça, tu recommences. Là, tu voudrais reprendre le contrôle sur les autres pour te donner l'impression que tu as un certain pouvoir, mais c'est juste une impression, c'est juste une illusion. Alors, ça recommence, la culpabilité, parce que c'est impossible d'avoir le contrôle sur les autres ou sur tous les événements ou sur toutes les situations autour de soi. Et ce qui arrive aussi, c'est que plus on essaie d'avoir le contrôle sur les autres, savez-vous ce qu'on est en train de dire? On est en train de leur dire aux autres personnes, ben moi, là, je pense que tu n'es pas capable de rien faire seul, tu ne peux pas penser seul, tu ne peux pas agir seul, alors tu n'as aucun pouvoir de créer. C'est comme si on leur disait qu'on ne voit pas qu'ils ont du pouvoir, ces gens-là. Là, nous autres, on est obligés de tout leur dire. C'est pour ça que c'est si endommageable notre façon, en général, présentement, aux parents d'essayer d'avoir le contrôle sur les enfants. Parce qu'une partie de nous autres, on voudrait avoir des enfants super autonomes, qui vont faire des grandes choses dans la vie, mais depuis qu'ils sont tout petits, qu'on leur dit qu'ils ne sont pas de rien faire. On est toujours en train de leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pourquoi pas le faire. Puis on n'arrête pas, tu sais. Puis il faut toujours que ça aille selon nos goûts à nous autres. Et après ça, on se demande comment ça fait que les enfants, ils sont plus capables de rien faire tout seuls, tu sais. Et alors, c'est ça, on leur dit qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et si vous faites ça avec les autres, vous êtes en train aussi de dire que vous autres, vous vous sentez sans pouvoir, sans les autres. Alors, c'est signe que vous êtes une personne dépendante. Plus tu veux contrôler les autres, moins tu es dans ton pouvoir. Là, quand on n'est pas dans notre pouvoir, on dépend des autres pour essayer d'avoir du pouvoir. Là, ça, c'est vraiment un cercle vicieux qui n'arrête pas. Vous devez absolument faire quelque chose pour sortir de ce cercle vicieux-là. Alors, qu'est-ce qui arrive suite à tout ça? C'est toujours, ça continue. Là, on développe des maladies.
Parce qu'à un moment donné, là, le corps est plus capable d'en prendre. De vouloir tout contrôler, là, si vous saviez le stress qu'on cause à notre corps. Et on commence par faire ça du point de vue mental. Après ça, si on vit bien des émotions et on perd de l'énergie, hein, vouloir le contrôler, parce que vouloir contrôler, c'est un blocage d'énergie. Et quand l'énergie est bloquée trop souvent, ça finit par affecter le corps physique. Hein? Vous avez vu le lien, le corps mental, le corps émotionnel, le corps d'énergie et le corps physique. Quand c'est rendu dans votre corps physique, c'est parce que ça fait déjà des années que cette situation-là dure, que cette attitude-là que vous avez dure. J'ai pensé de donner quelques malaises et maladies. Je suis sûre qu'il y en a peut-être plusieurs autres, mais j'ai écrit ici ceux qui me venaient à l'idée, là, des maladies qui sont causées par des personnes qui veulent trop avoir le contrôle. Alors, une des choses les plus qui parle le plus dans le corps, ce sont toutes les parties flexibles. Alors, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles, toutes les parties qui bougent dans votre corps. Si vous avez mal dans ces parties-là, c'est un signe de trop rigide, trop inflexible, et ça, c'est de vouloir avoir le contrôle. Plus on est en état de contrôle et plus on devient rigide. Hein? Il n'y a pas de lâcher prise. Alors ça vous donne une indication là, sur quoi ou sur qui vous voulez avoir du contrôle quand vous avez cette partie-là est affectée. Le bas du ventre aussi, soit mal dans le bas du ventre ou des problèmes, tout ce qui concerne le bas du ventre, parce que c'est là qu'est notre pouvoir de créer. Notre pouvoir commence dans l'énergie du bas du ventre. Alors, il y a beaucoup de problèmes, c'est relié aussi aux organes génitaux, parce que plus une personne veut avoir le contrôle sur tout le monde, et plus ça va affecter aussi sa vie sexuelle. Soit qu'elle devient obsédée sexuellement, ou bien ça peut aller à de l'impuissance sexuelle. Ça, c'est trop vouloir avoir le contrôle. Il y en a beaucoup aussi d'impuissance sexuelle chez les hommes présentement. Une autre, le burn-out, je l'ai mentionné tout à l'heure. La dystrophie musculaire. Et ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a de plus en plus. Il y en a, c'est vraiment là, quasiment épidémique maintenant, la quantité de gens qui souffrent de dystrophie musculaire. Les ulcères. La constipation, hein, c'est assez logique qu'on se fait ça pour être capable de lâcher prise. Hein? Les hémorroïdes. Les crampes. Quand on crampe, là, on retient beaucoup. La retenue, c'est le contrôle. Les démangeaisons. Tout ce qui est partout sur le corps, là, si vous avez des démangeaisons, à un moment donné, c'est que ça va avec des désirs insatisfaits. Et c'est comme on voudrait avoir le contrôle sur quelque chose et ça ne va pas à notre goût. On n'a pas le contrôle sur une autre personne ou sur quelque chose. Et là, le corps commence à piquer. La mâchoire, tous les problèmes de mâchoire, la mâchoire qui barre ou en tout cas, les problèmes de mâchoire, c'est vraiment une personne qui veut avoir le contrôle aussi. La maladie de Parkinson, l'épilepsie, parce que vous voyez, c'est des maladies le Parkinson, les gens se mettent à trembler, puis il y en a beaucoup, hein, beaucoup de Parkinson aussi. Et tous les gens qui veulent, plus tu vas avoir le contrôle et plus à un moment donné, tu perds le contrôle. Hein, vous l'avez vu, hein, quand vous avez voulu contrôler quelqu'un, cette personne-là a le don de vous faire marcher, vous perdez totalement le contrôle. Alors, le corps finit par perdre le contrôle. L'épilepsie aussi, c'est une perte de contrôle. Aussi, tout ce qui touche les os. Vous avez des problèmes avec les os, c'est des personnes qui voudraient avoir le contrôle. Et les maladies qui sont reliées à quelqu'un qui n'est pas dans son pouvoir et qui est très dépendant, toutes les allergies, l'asthme. Et ça, il y en a encore beaucoup. Et on voit surtout chez les enfants. Hein, plusieurs professeurs me disent qu'ils n'en reviennent pas les problèmes d'allergie maintenant dans les écoles. Alors, on est tellement habitués. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement super spéciaux et on oublie de les traiter comme tels et on essaye d'avoir le contrôle sur eux autres. Ça fait qu'on leur dit qu'ils ne sont pas capables. Alors, le petit enfant devient totalement dépendant de ses parents. Et sont les allergies et l'asthme. Devient allergique aux parents. On devient allergique à la personne qu'on aime le plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La dépression. Une personne qui est en dépression, c'est une personne qui a perdu son pouvoir. Elle n'a plus l'impression de pouvoir créer sa vie. Les problèmes de peau,
comme la maladie de Hodgkin aussi. Tout ce qui s'appelle folie, que ce soit schizophrénie ou ça, c'est vraiment une perte de plus du tout en contact avec son pouvoir. Parce que le pouvoir, comme j'ai dit, est relié au centre d'énergie du bas du ventre. Et le centre d'énergie du bas du ventre est relié directement au centre d'énergie du dessus de la tête. Alors, les maladies qui sont considérées mentales sont aussi des gens qui ne sont plus du tout ils sont plus dans leur pouvoir du tout. Ils savent même plus qui ils sont en général. Ils essaient de copier d'autres personnes. Et c'est une perte totale de leur individualité. La paralysie, toute forme de paralysie, c'est ne plus dans son pouvoir. Les problèmes de reins, les migraines. Alors, j'en ai nommé quelques-unes. Si vous avez d'autres questions là-dessus, on pourra peut-être y répondre après la pause. Et aussi, ce que j'ai remarqué, que vouloir avoir trop de contrôle chez les autres personnes provoque aussi des excès de poids. Alors, pour ceux qui voudraient perdre quelques livres, vous pourriez peut-être regarder de ce côté-là. Ça peut être autre chose, mais c'est très courant chez les personnes qui veulent avoir le contrôle, parce que quand on veut le contrôle, on retient l'énergie. Hein? Il y a de la retenue. Hein? Quand on dit qu'une personne, mon Dieu, qu'elle a donc du contrôle. Hein? C'est quand on utilise le mot contrôle, on utilise une personne qui se retient. T'sais, elle a assez de contrôle, elle se choque jamais. Ou bien elle a assez de contrôle, elle est capable de regarder les desserts de tout le monde sans manger. T'sais? Alors ça, c'est pour ça que on aime mieux utiliser le mot maîtrise ici. Et ce genre de contrôle-là n'est pas bénéfique du tout, parce que cette retenue-là, à un moment donné, ça déborde, hein, puis on fait des excès ou des maladies, et puis là, c'est 2 fois pire qu'avant. Ce qu'on voudrait, c'est arriver plus à la maîtrise. Alors, c'est quoi au juste la maîtrise? La maîtrise, c'est d'être capable d'être maître sans vouloir tout contrôler. Être capable d'être maître de soi, la qualité d'avoir la maîtrise sur soi. Et si vous commencez à regarder autour de vous autres, vous allez voir qu'il y a souvent des gens qui sont des maîtres dans différents domaines. Il y a des gens qui sont des maîtres serveurs. Ça me fait toujours plaisir d'observer les gens. Vous allez aller au restaurant des fois, là, puis vous regardez les gens, regardez-les aller. Un maître serveur, là, ça va être la fille, la serveuse ou le type qui te sert, qui va penser à tout, là, voit tout, là, puis ça, c'est important d'apprendre à observer. C'est comme ça qu'en regardant les autres, on va apprendre à le faire, nous autres aussi. Il n'y a rien qui lui échappe sur toutes les tables qu'il a à s'occuper. Quand il te parle, il se baisse à ta hauteur pour pas déplacer ton cou. Il a toujours le bon petit mot au bon moment, des petites attentions spéciales. Et puis le maître serveur, ça va être celui qui, tout à coup, il arrive quelque chose, puis il renverse quelque chose sur toi, puis qui peut le faire comme un champion. Il va t'éponger comme si rien n'était, puis il va essayer de te faire sentir bien, que tu vas même le remercier puis donner un gros pourboire à la fin en partant. Alors ça, c'est un maître. Quelle que soit la situation qui arrive, il est toujours au-dessus de la situation. Regardez, je ne sais pas des fois si vous regardez les compétitions disons, du ski, pas du ski, du ski aussi, ou du patin, hein? Le patin artistique. Ça me dépasse toujours, moi, d'en voir un qui tombe, puis ça ne prend pas 2 secondes, il est relevé, puis il continue comme si rien n'était. Nous autres, on a encore le cœur d'un talon à l'avoir vu tomber. Puis on se dit, mon Dieu, ça doit être effrayant de tomber de même dans une grosse compétition. Mais eux autres le font, là, ils continuent à être maîtres de la situation. Ils ne restent pas assis sur la glace à pleurer. T'sais. Et alors ça, ce sont des maîtres. Ils sont maîtres dans leur domaine. Il y a des maîtres pianistes, il y a des maîtres sportifs, il y a des maîtres acrobates. Même la femme de ménage peut être maître dans son travail. Et je suis sûre que vous avez tous un domaine où vous êtes plus maître qu'un autre domaine. T'sais, regardez-vous là-dedans, là, parce qu'il y a des domaines qui vous viennent plus facilement, où vous ne perdez pas le contrôle. Vous êtes capable d'être au-dessus de la situation. Et on doit absolument savoir que être un maître, ça ne veut pas dire de tout faire parfaitement.
Ça, si vous venez chercher juste ça ce soir, ça va valoir beaucoup, beaucoup dans votre vie. C'est pour ça qu'on veut avoir tant le contrôle. Parce qu'on pense qu'il faut tout faire parfaitement. Alors, si on a fait une erreur, là, on choque. Parce qu'on pense on a perdu le contrôle. Mais c'est pas ça. Si tu as fait une erreur d'être un grand maître, c'est que tu as réparé ton erreur en la faisant. Tu sais, que tu t'es accepté, tu ne t'as pas sur la tête, même si tu n'as pas fait la chose parfaitement. C'est vraiment ça, la grande maîtrise. Et c'est bien important de savoir que vous ne serez pas ici sur la terre tant et aussi longtemps que vous allez tout faire parfaitement. Il y en a qui pensent que, tu sais, on parle des fois des grands maîtres. Hein? Vous avez déjà entendu parler qu'il y a des maîtres sur la terre? Hein, des grands maîtres qui peuvent maîtriser la matière, comme Jésus faisait. Tu sais, ils rouvrent la main, là, puis ils peuvent avoir de l'argent dans leurs mains ou quoi que ce soit qu'ils veulent. Hein, comme, peuvent passer à travers les murs, peuvent marcher sur l'eau. Bon, il y a des gens qui ont atteint cet état-là de maîtrise sur la terre, la maîtrise totale sur la matière. Et on dit qu'un jour, on va tout réussir à le faire. Je ne sais pas combien de vies ça va nous prendre, là, mais en tout cas, on peut espérer que ça va nous arriver. Si ça arrive à d'autres humains, pourquoi ça ne peut pas nous arriver à nous autres? Mais je vous assure que tant que vous voulez avoir le contrôle, vous ne pourrez pas jamais arriver à cette maîtrise-là. Et il n'y a pas, dans la maîtrise, il y a du lâcher-prise. Il y a du lâcher-prise. Juste, tu sais, d'arrêter de se juger puis de se valoriser par nos actions. C'est toujours par notre façon de réagir à nos actions qui fait toute la différence si tu es un maître ou non, tu sais. Parce que c'est impossible de tout savoir puis d'être capable de tout faire. Nous sommes tous des humains et quand on dit l'erreur est humaine, on veut dire que dans ce qui concerne les choses humaines, les choses physiques, matérielles, c'est normal de ne pas toujours faire la chose parfaitement. On veut arriver à la grande maîtrise au point de vue spirituel. C'est à ça qu'on va arriver avant de ne plus avoir à venir sur la terre. Et non la grande maîtrise à être capable de tout faire parfaitement. Pour devenir un maître, on doit être capable d'accepter notre degré d'excellence présentement. Tu sais, on a tous certains degrés. Puis peut-être que vous autres, il y en a qui sont des excellentes cuisinières. Puis un autre peut être excellent pour conduire un auto. Puis l'autre peut être excellent quand il fait certaines réparations, tu sais. Et regardez-vous dans quoi vous êtes excellent. Je suis sûre que vous avez peut-être beaucoup plus de choses que vous pensez, mais on oublie de regarder les petites choses. Hein? On oublie de regarder qu'on est excellent dans quelque chose qui vous pensez qui n'est pas important, mais tout est aussi important que l'autre. Alors, acceptez votre degré d'excellence dans les différents domaines. Acceptez vos limites et sachez que vous voulez toujours aller un peu plus loin. Vous voulez toujours être un peu plus excellent dans tous les domaines, mais sans perdre le contrôle, sans se taper sur la tête parce qu'on n'a pas réussi peut-être la chose encore à son plus haut degré d'excellence. Alors ça fait partie d'être un maître. Alors, vous êtes maître de la situation, mais la situation va progresser avec les années. Alors, une chose qui est bien, bien importante pour pouvoir être plus dans son pouvoir, vous devez apprendre aussi à exprimer plus qu'est-ce qui se passe. Parce que le centre du pouvoir de l'être humain, parce que il n'y a pas un être humain qui a plus de pouvoir qu'un autre. Ça aussi, c'est bien important. Il y en a tellement de personnes qui regardent les autres puis qui disent « Oh mon Dieu, j'aimerais donc ça être comme elle, j'aimerais donc ça être comme lui, puis oh, j'ai-tu hâte d'arriver à être capable de faire ça. » Vous pouvez le faire. Le pouvoir est là. Nous avons tous été créés égaux. Ça existe depuis le début des temps, c'est dit dans toutes les grandes lois initiatiques, on dit tous la même chose. Nous sommes tous créés égaux, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec qui fait toute la différence. Et le pouvoir de créer est dans l'énergie de base de l'être humain et l'expression de ton pouvoir de créer est située ici au niveau de la gorge. Alors, ça veut dire qu'on doit absolument parler, faire des choses. Quand on fait des actions avec notre pouvoir de créer, c'est là qu'on fait monter l'énergie. Il n'y a pas un blocage d'énergie dans le bas du corps. Alors, s'exprimer par les actions et les paroles. Et vous devez aussi exprimer la vérité.
à être vrai. Si vous faites juste dire des choses pour faire plaisir aux autres ou en essayant de deviner d'avance qu'est-ce que les autres veulent entendre ou qu'est-ce qu'il fallait leur faire, là, vous n'exprimez pas véritablement qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Alors ça, vous venez de rebloquer encore votre pouvoir de créer. Alors, pour atteindre la maîtrise, sans perdre de contrôle, on doit être dans son pouvoir. On doit savoir qu'on peut le faire, que tout le monde aussi peut le faire, pas juste soi-même. Hein? On doit donner ce pouvoir-là aux autres. Alors ça, c'est encore une autre grande loi de la maîtrise. C'est juste de laisser les autres aussi, le lâcher prise, laisser les autres être dans leur pouvoir. Et surtout, si ce qu'ils veulent créer ne fait pas ton affaire. Hein? C'est ça, les laisser être dans leur pouvoir de créer leur vie. Et bien souvent, on pense que si on n'est pas inclus dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que l'autre veut créer quelque chose, veut faire quelque chose, mais il ne nous inclut pas dans sa vie, ah, ça y est, même plus, ou même plus. Puis là, on se sent délaissé, puis c'est ça veut dire que vous êtes trop dépendant. Si vous êtes dépendant, c'est parce que vous ne croyez pas que vous autres, vous pouvez créer votre vie seule. Chaque être humain doit apprendre à être heureux par lui-même et les autres qui vont s'ajouter dans votre vie, soit conjoints, enfants, amis, ça, c'est du glaçage sur le gâteau. Mais vous devez être capable de faire votre gâteau vous autres mêmes. Tant que vous dépendez des autres pour votre gâteau, vous n'atteindrez pas la paix intérieure, vous ne pourrez pas être heureux. Vous allez toujours vivre dans les émotions, puis des gros désappointements. Parce que vous savez qu'est-ce qui arrive quand on se sent coupable et qu'on vit de la colère. Après ça, c'est de la frustration, c'est du désappointement, c'est de la peine. Ça ne finit plus, c'est une émotion après l'autre. Une autre chose aussi qui est très importante pour atteindre la maîtrise, c'est d'être capable de te faire des compliments. Ceux qui viennent souvent me regarder, à m'entendre dans mes conférences, doivent dire, bien mon Dieu, elle répète donc bien ça souvent. Ceux que ça fait plusieurs conférences que vous entendez, est-ce que vous faites plus de compliments? Oui, good. Bon, parce que ça doit être répété souvent parce qu'on oublie ça. On oublie, on veut tellement tout contrôler que dès l'instant où ça ne va pas comme on veut, tout de suite on oublie. On oublie de se complimenter. Là, on voit juste la petite bébite noire, là, la petite chose qui ne va pas à notre goût. Et là, on commence à critiquer. Là, on critique tout le monde qui est concerné là-dedans et on se critique. Alors, c'est bien important de vous complimenter et de faire des compliments aux autres. Alors, ça pourrait peut-être être votre nouvelle résolution à partir de demain, de faire au moins 5 compliments dans votre journée. Tu sais, ça peut être 5 à la même personne, elle va peut-être tomber sur le dos, là. Commencez peut-être par un compliment par personne, tu sais. C'est tellement facile. Hein? Quand on y pense, ça, c'est tellement facile. Vous pouvez être au dépanneur en train d'attendre en ligne, puis vous faites un compliment à personne à côté de vous autres. Ça ne coûte rien. Plutôt que, tu sais, être debout, puis on attend en ligne, là, puis là, on regarde tout le monde, tu es frais, as-tu vu l'air, elle, c'est ça. Pas d'allure. Puis là, on te les examine un après l'autre, là, puis là, on trouve toute la petite affaire qu'on n'aime pas. Hein? Ça vient bien plus facilement. Je sais pas pourquoi, hein? On l'a facile, la critique des autres. Pourquoi pas à la place, là, puis pas juste y penser, tu sais, tu regardes, il faut que la personne avec toi ait quelque chose que tu aimes, tu sais, peut-être juste un beau nez, je sais pas, quelque chose. Trouve-lui quelque chose que tu aimes, puis dis-lui à la personne. Alors ça, ce sont des actions. Vous voyez, parce que présentement, là, si vous en retournez chez vous ce soir et vous continuez la même chose jusqu'à ce soir, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Si vous voulez changer un résultat, vous devez changer un comportement. Il n'y a pas d'autres moyens. S'il y en a qui en connaissent d'autres moyens, je vous en prie, dites-moi-le. Mais à date, dans toutes mes recherches, c'est le seul moyen que j'ai trouvé qu'on peut arriver à se transformer pour le mieux, c'est en transformant une attitude. Puis vous voyez, c'est la même énergie que vous utilisez, hein, parce que si vous êtes en ligne, vous attendez justement comme ça en ligne, à la banque ou à quelque part, chez un dépanneur, et au lieu d'utiliser
d'utiliser, là, vous regardez vos yeux, là, examine tout le monde, puis au lieu d'utiliser votre énergie avec ce que vous avez vu pour critiquer la personne, c'est la même énergie est utilisée pour faire un compliment. C'est juste dirigé différemment. Et ça fait une grosse différence. Parce que le fait de te forcer, au début, tu vas avoir à te forcer. Le fait de te forcer pour faire des compliments aux gens autour de toi, à ton travail, déjà, graduellement, tu vas commencer à prendre l'habitude. Puis sans t'en rendre compte, à un moment donné, tu vas te réaliser que toi aussi, tu te complimentes. Puis après que vous pratiquez-vous avec ceux qui sont plus faciles au début, là, après quelques semaines, allez trouver ceux qui sont plus difficiles. Hein? Ceux que tu peux pas endurer. Ceux que tu étais toujours en train de critiquer, là, ça va commencer à faire une différence dans votre vie, tu sais. Et c'est pour ça que moi, je conseille toujours de le faire avec d'autres personnes parce que avec soi-même, c'est toujours le plus difficile. C'est plus difficile de se voir, c'est plus difficile de se faire des compliments. Alors, c'est pas pour rien qu'on a des gens autour de nous autres, pourquoi pas les utiliser? Alors, continuez aussi à vous faire une discipline. Ça, c'est bien important aussi. C'est quelque chose que je parle souvent de discipline parce que ton âme, ton toi intérieur, ton toi supérieur est très, très heureux quand tu veux toujours aller de l'avant, tu veux toujours être de plus en plus excellent. Et alors, tu te fais une certaine discipline pour te dépasser. Et parce que vous le savez, hein, quand vous venez de vous dépasser, combien vous êtes heureux. Ça remplit en dedans. Il n'y a rien qui remplit de bonheur une personne plus que ça. De toi-même, tu viens de te dépasser dans quelque chose. Tu as réussi, là. Puis, donnez-vous pas des buts trop difficiles, tu sais, parce qu'il y a des gens mon Dieu, ils partent d'un extrême à l'autre. Il y en a qui font rien, puis tout à coup, ils disent, bon, à partir d'aujourd'hui, là, je fais du jogging 3000 par jour, puis je fais ci, puis je fais ça, puis je fais ma méditation, puis là, ils s'en mettent un paquet sur le dos, puis au bout de quelques jours, ils sont plus capables. Ils en ont beaucoup trop pris. Tu sais, donnez-vous un peu de répit, donnez-vous juste de vous dépasser un petit peu, puis vous allez voir comment ça va vous faire chaud au cœur. Et surtout, quand tout à coup, vous avez voulu vous dépasser, mais ça n'a pas marché à votre goût, là, c'est important de ne pas vous encore culpabiliser à cause de ça, d'être capable de dire, mais cette semaine-là, ça n'a pas été comme j'ai voulu, j'ai lâché ma discipline, mais je vais me reprendre la semaine prochaine. Tu sais, c'est être capable de vous accepter là-dedans. Une autre chose qui vous aiderait énormément aussi pour devenir plus maître dans votre vie, c'est de demander pardon à ceux que vous voulez contrôler. Celle-là, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire. Ça peut vous prendre 1 seconde, 1 minute, 1 journée, ça peut peut-être 1 mois. Tout à coup, après, vous dites, mon Dieu Seigneur, je veux le contrôler. Cette personne-là, ça devient visible, tu sais. Si tu t'en aperçois quelques minutes après, tu vas retrouver la personne, puis tu t'excuses. Tu lui dis, je m'excuse, ça là, ce que je t'ai dit, là, c'était vraiment du contrôle. J'ai voulu te contrôler. Alors, je t'en demande pardon ou je m'excuse. Point final. Vous n'avez pas besoin d'avoir 56 explications. L'autre va te comprendre. Tu sais? Puis, c'est pas nécessaire, les grandes explications, de toute façon. Quand une personne est dans son cœur, ça se reçoit tellement facilement. Alors ça, encore, c'est un pas qui serait énorme pour vous aider là, à changer votre comportement là-dedans. Puis vous allez voir comment c'est tellement plus facile. Vous ne trouvez pas ça d'ouvrage? Vous essayez de contrôler tout le monde? Hein? Quand on y pense, là, c'est beaucoup de travail contre quelqu'un qui a un conjoint, 3 enfants, puis des employés, puis 3, 4 amis, puis le père, puis la mère. Hey, c'est pas des farces, ça n'arrête plus, hein? Puis alors, il n'y a jamais de satisfaction. Tandis que si tu lâches prise, puis tu laisses le contrôle aux autres, leur propre contrôle, là, qu'eux autres peuvent décider dans leur vie, tu sais, c'est tout à fait différent. Puis je vous assure, quand on lâche prise, il se passe des merveilles que vous n'avez pas d'idée qui peuvent vous arriver dans votre vie. Parce que ça a des répercussions dans tous les domaines, hein? Être capable de lâcher prise, non seulement va vous aider dans votre santé,
vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Il va y avoir beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir devant vous autres. Dans votre travail, du côté affectif, il va vous arriver des choses que vous n'avez jamais vues auparavant parce que vous étiez tellement occupé à bloquer l'énergie, à tout contrôler, que pendant ce temps-là, on bloque beaucoup d'autres énergies qui s'en viennent vers soi, mais on les a bloquées. On n'a pas laissé la porte ouverte. Une autre chose à faire aussi, c'est à la fin de chaque journée, te demander, est-ce que j'ai fait mon possible aujourd'hui? Hein? Juste, est-ce que j'ai fait mon possible? Et puis, même si, surtout dans les choses que ça n'a pas été à ton goût, là, demande-toi si tu as fait ton possible. Si ça dit non, tu aurais pu faire plus, bon, ben OK, la prochaine fois, je ferai plus. Aujourd'hui, j'avais le goût d'être plus paresseuse ou je n'avais pas le goût de me discipliner. Tu sais, fais juste te voir comme tu es, mais sans penser que tu es une personne épouvantable parce que tu n'as pas peut-être fait ton possible aujourd'hui. Mais vous allez voir que la plupart du temps, ça va dire oui, j'ai fait mon possible. Mais le problème, c'est que notre possible ne fait jamais notre affaire. Hein? C'est jamais assez. Alors, si c'est jamais assez pour toi, tu fais la même chose avec les autres. Les autres font leur possible, mais pour toi, tu veux les contrôler pour qu'ils fassent plus. Et une chose super importante, c'est d'être capable de prendre ta responsabilité dans tout ce qui arrive et laisser la responsabilité aux autres. Hein? Celle-là aussi, la notion de responsabilité ici, écoute encore, on en parle énormément. On trouve ça super important parce que c'est la base de tout. Et la responsabilité de chaque être humain sur la Terre, c'est pas les choses qui arrivent. Nous ne sommes pas responsables de la chose qui arrive. Tu sais, comme, je sais pas, moi, tu es assise dans ton auto et tu attends que la lumière change, quelqu'un rentre dans le derrière, tu sais. Tu dis, ben voyons, je suis pas responsable. Je suis pas responsable que lui... Non, on n'a jamais dit que tu étais responsable de quelqu'un qui te rentre dans ton auto. Mais ta responsabilité, c'est comment tu réagis à ça. Vous allez vous faire arriver toutes sortes de situations sur la Terre. Pensez pas que ça va toujours aller comme vous voulez, c'est impossible. Parce que tu as justement besoin d'avoir toutes sortes de choses, des choses minimes comme des choses beaucoup plus graves. Et il y en a que des choses graves, c'est plutôt matériel. Il y en a, disons, qui font des faillites matérielles. D'autres, c'est la maladie. D'autres, c'est la perte de quelqu'un de cher. Alors, quoi que ce soit qui vous arrive, votre responsabilité, c'est votre façon de réagir à l'incident, à la chose qui arrive. Est-ce que je réagis en me choquant, puis en criant sous les toits, puis en disant que c'est injuste, puis en voulant à tout le monde, ou si j'ai réagi avec mon cœur, si j'ai réagi en me disant, ben c'est la vie, c'est comme ça, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? T'sais, parce que c'est sûr que si quelqu'un me rentre dans mon auto, je suis à la lumière, je pourrais sortir, puis crier des bêtises, puis vraiment faire une scène épouvantable, puis me rendre malade, peut-être même. Et ou je peux sortir du tout puis dire, ben au monsieur, ben c'est quoi, comment vous vous appelez, c'est quoi votre nom? Puis tu sais, juste faire ça à l'amiable, en sachant que on sait bien qu'il a certainement pas dit, bon, ben je vais y rentrer dans le derrière à elle. Tu sais, on sait bien que quelqu'un qui conduit un auto ne fait pas des choses comme ça consciemment. Alors, pourquoi perdre le contrôle? Tu ne peux pas tout contrôler. C'est impossible de contrôler toutes les voitures, de contrôler le monde. Puis, je suis sûre que si je demandais aux gens ici de lever la main, ceux qui perdent patience en auto, ceux que les autres sont dolents, puis tout le monde conduit mal, puis... vous voyez-vous là-dedans, là, quand vous perdez patience, vous voudriez contrôler tous les autres chauffeurs sur la route. C'est impossible. Pourquoi pas à la place, là, tu sais, le temps d'aller dans ton auto puis faire des beaux sourires à tout le monde. Puis les femmes, là, tu sais, un beau clin d'œil, le monsieur qui attend à côté. Puis, tu sais, tout le monde aime ça. C'est tellement plus facile. Puis l'autre qui est vraiment là, bien stressé dans l'auto, on vient d'y faire un beau sourire, ça va peut-être faire sa journée. Tu sais, ça ne coûte rien. C'est tellement plus... Dans le fond, c'est beaucoup plus facile
beaucoup plus simple à faire que de choquer après tout le monde, tu sais. Puis, OK, bien, ça va arriver. Tu vas peut-être arriver en retard, puis ça... Mais qu'est-ce que ça donne de choquer puis d'en vouloir à tout le monde, hein? C'est juste de lâcher prise. Mon Dieu, que c'est... Je donne un cours qui s'appelle Abandon pour enseigner aux gens à lâcher prise, puis ceux qui l'ont pris, hein, ils ont réalisé que c'est pas si facile de lâcher prise. C'est à cause de cette fameuse énergie de contrôle dans laquelle nous vivons présentement. Mais moi, je suis bien encouragée parce que ça achève. Tu sais, on dit qu'avec l'ère du Verseau qui s'en vient, cette énergie de contrôle-là va s'en aller. C'est pas ça qui va exister. Et être capable de réaliser que tout le monde est ici sur la Terre pour faire de son mieux, pour aller de plus en plus vers l'excellence. Donc, c'est sûr qu'on n'est jamais satisfait de tout le monde autour de soi, c'est jamais toujours à notre goût, c'est impossible que tout le monde dise, fasse et pense comme nous autres toujours, mais de juste réaliser que chaque être humain s'en va toujours de plus en plus vers l'excellence, vers le mieux. Qu'on le sache ou non, quand même c'est une personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'a jamais entendu parler d'évolution, que j'ai jamais lu un livre, que j'ai jamais pris un cours, même ces gens-là, sans le savoir, ils s'en vont dans cette direction-là. C'est un peu comme les graines qui sont, les semences qu'on a mis dans la terre. La semence, c'est même pas où est la lumière. Tu sais, elle ne voit pas la lumière, mais sans qu'elle sache, tout ce qui est dans la terre, toutes les semences dans la terre sont tirées vers la lumière. Puis à un moment donné, ils sortent de la terre, puis voient la lumière, et là, tout ce qui sort de la terre va aller beaucoup plus vite, hein, que ce soit un arbre ou une plante ou un fruit, un légume. Aussitôt que le soleil, que ça sort de la terre, ça va plus vite. Mais c'est plus lent quand c'est dans la terre, mais nous autres aussi, on a tous besoin de passer par ça. Et quand on parle du mot « le mal » sur la terre, c'est ça, le mal, le malaise. Puis ça, c'est comme, on compare ça à quelqu'un qui est dans la terre, tu sais, c'est pas agréable, mais on est tiré vers la lumière pareil. Alors, soyez plus indulgents, soyez plus tolérants envers ceux que vous ne pouvez pas contrôler. Vous diriez donc qu'ils fassent ci, puis qu'ils fassent ça, puis qu'ils pensent de même. Tu sais, puis dans le fond, je sais que c'est votre grand cœur qui voudrait aider l'autre personne, mais chaque être humain ici, qui est ici sur la Terre, nous sommes tous des âmes différentes, qu'on est venu faire chacun un bout de chemin. Et c'est pas parce que c'est ton enfant ou ton conjoint que ça t'appartient, et puis que c'est à toi à décider pour l'autre personne. C'est juste que cette âme-là a choisi d'être dans ton cercle à toi, là, dans ta famille, pour venir faire son bout de chemin. Mais chaque âme a un chemin de tracer d'avance. On a tous des choses à atteindre, mais on a des moyens différents de le faire, puis des vitesses différentes de le faire. Peut-être que dans cette vie-ci, toi, tu vas à une grande vitesse, puis tu veux tout savoir, puis tu vas aller, tu sais, ça va jamais assez vite à ton goût, mais il y en a d'autres qui ont peut-être plus le goût de prendre leur temps. Alors ça, c'est ça le grand respect de l'autre. Et c'est le seul moyen de venir à bout, d'être bien dans sa peau et de bien réagir à tout ce qui nous arrive, c'est en sachant que chaque personne fait son possible, comme vous autres, vous faites votre possible. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. Je commence avec la première. Quand quelqu'un essaye de me contrôler, comment réagir? Voilà une bonne question. Je m'attendais bien ce soir aussi. On vient toujours me demander ça. Alors, quand quelqu'un essaie de te contrôler, fais juste voir ce que toi, tu fais aux autres personnes. Tu sais, parce que les autres nous font toujours ce que nous autres on fait. Et tu fais juste sentir que la personne qui essaie de contrôler, c'est parce qu'elle est dépendante de toi. Hein? Alors, en vue de contrôler, je ne sais pas si j'avais un exemple, ce serait plus facile. Comme disons, quelqu'un essaie de te dire, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Tu remercies cette personne-là d'être si concernée à ton sujet. Tu la remercies, puis parce que on sent que la personne est concernée, ça veut te contrôler à quelque part. Puis quand vous autres, vous voulez contrôler votre enfant puis votre conjoint, c'est-tu pas parce que vous êtes concerné, vous avez à cœur, d'un résultat différent. Alors l'autre pense la même chose et tu la remercies énormément d'être aussi concernée, puis tu fais ce que tu veux après.
Tu sais, tu lui dis, je vois que toi, là, ça ferait bien ton affaire, je fais telle chose, mais présentement, moi, là, j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Je vais payer le prix. Tu sais, c'est moi qui vais payer le prix dans ce que je décide de faire. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont avoir envie d'essayer ça demain matin. Une autre question. Le fait de respecter le contrôle des autres, est-ce qu'on risque pas d'être dominé? Pas du tout. Ça, c'est la personne qui dit, qui va se sentir dominée, la personne qui pense que de respecter l'autre, c'est de la soumission. C'est quand on dit à l'autre, OK, d'abord, tu sais, ça, là, c'est de la soumission. Tandis que si tu respectes les autres personnes dans leur choix, dans leur vie, quand c'est fait avec le cœur, je vous assure qu'ils n'essaieront pas de vous dominer. Ça va être le contraire. Ils vont tellement apprécier être respectés qu'ils vont vouloir vous respecter en échange. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vérifier si c'est véritablement du respect que vous avez. Si vous croyez à la loi qu'on récolte ce qu'on sème, c'est comme ça que ça se passe. Si tu sèmes du respect, tu vas récolter du respect. Et la journée que ton enfant va commencer à arrêter de toucher le bouton, là, tu sais, qui te fait réagir toujours, là, c'est parce que là, il sent que tu as plus de respect pour lui. Parce que les enfants qui nous font réagir, c'est toujours des enfants qui sont en train de dire « Au secours, j'étouffe, t'es dans mon espace, arrête de vouloir tout contrôler dans ma vie. » Et ils essayent de se libérer de ça. C'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous faire réagir. Et ils nous montent pas du tout sur la tête, OK? Alors, faites juste... Si, là, vous voyez que tout à coup, vous croyez que vous avez respecté l'autre, puis l'autre vous semble vous monter là, dessus, ou vous sentez que l'autre va vous dominer, bon, ben allez vérifier. Allez regarder si dans le fin fond, là, quand tu as dit à l'autre personne, bon, ben OK, c'est bien correct, je te respecte, si tu n'avais pas l'espoir que l'autre changerait dans le fond, tu sais. Alors, c'est un bon moyen de vérification en regardant ce qui se passe chez l'autre personne, tu vas voir ce qui se passe chez toi. Je travaille dans un secteur où je dois contrôler l'efficacité et l'excellence du travail de mes employés. Je n'ai pas l'impression que je les domine d'une façon négative, mais plutôt constructive. Il est évident que je dois contrôler et que je ne peux sortir de ce système. Est-ce que le contrôle peut être constructif sans nuire à quiconque? Bien sûr, ça, c'est un contrôle qui est nécessaire quand c'est entendu. Ça fait partie de ton travail. Ça en prend des contrôleurs dans un travail, tu sais. C'est de vouloir contrôler les autres pour se faire plaisir à soi qui n'est pas bénéfique. Tandis que dans un travail, ce qui est important, par contre, ça doit être clair. Les employés qui sont là, si toi, tu es le contrôleur et il y a des employés, ça doit être toujours très clair, les attentes de l'employeur avec les employés. Si on dit maintenant, je veux que chaque employé entre à telle heure, bon, tu sais, c'est sûr qu'il doit y avoir un certain contrôle. Et quand les employés ne répondent pas à ce qu'ils devaient faire, parce que quand on va travailler, il y a toujours des engagements de part et d'autre. Comme autant le patron doit répondre à certains engagements, il doit répondre, donner un certain salaire pour les heures de travail. Si l'engagement n'est pas tenu, il doit y avoir une mise au point de fait. Hein? Alors, c'est pour ça que si vous avez des employés à votre charge ou que vous devez exiger un certain travail, assurez-vous que c'est clair et net, qu'ils savent ce qu'ils sont supposés faire et vos attentes en tant qu'employeur. Ne peut-on pas essayer par le contrôle de faire voir la lumière aux autres? Car ils n'ont pas les outils pour changer en meilleur. Parfois, on contrôle, mais pour apporter du mieux dans leur vie. Mais je suis pas d'accord avec cette façon-là d'aider les autres par le contrôle. Il y a de l'orgueil là-dedans, dans ce que je viens d'entendre. C'est, tu sais, de dire, moi, je vois plus la lumière, puis grâce à mon contrôle, je vais aider l'autre à voir la lumière. L'autre voit peut-être la lumière autant que toi, mais il la voit pas par la même fenêtre. Hein, ne le voit pas la lumière de la même façon que toi. Et alors, si tu veux véritablement aider une personne, d'après toi, la personne a besoin d'aide et toi, tu penses que tu as tout ce qu'il faut pour aider l'autre personne, va vérifier avec cette personne-là avant. Dis-lui, j'ai l'impression que j'aurais quelque chose à t'apporter pour t'aider. Est-ce que tu veux de mon aide? Est-ce que tu voudrais que je te dise des choses que moi, je sais que j'ai apprises? Et écoutez la réponse. Si la personne a dit, ben toi, pour tes affaires, je n'ai pas besoin ou j'en veux pas,
vous devez respecter cette réponse-là. C'est que c'est pas ça que cette personne-là a besoin. On a tous besoin de différents moyens. Il y en a qui ont besoin de devenir des meurtriers, de passer 10-15 ans en prison pour apprendre, pour devenir spirituel, tu sais. Alors, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Alors, si vous voulez, tu sais, là, c'est sûr qu'on a souvent, hein, notre âme charitable, hein, notre esprit de missionnaire voudrait sauver tout le monde, mais bien souvent, on les dérange beaucoup plus parce que si on force quelque chose chez quelqu'un d'autre, bien souvent, ils vont faire le contraire juste pour nous montrer comment ils ne se laisseront pas faire, tu sais. Alors, vérifiez avant. Est-ce que le mot discipline est une forme de contrôle, de maîtrise ou tout simplement un signe de gros bon sens? Par exemple, la discipline qu'on applique avec nos enfants par rapport à l'heure du coucher. Bon, une discipline, c'est quand on utilise la discipline comparée à rigidité, disons, c'est que dans la discipline, il y a un vouloir faire quelque chose d'une façon qui est bénéfique pour nous autres, mais sans être trop rigide. Bon, alors avec les enfants, c'est sûr qu'on veut essayer d'avoir une certaine discipline. Alors la discipline, pour moi, avec les enfants, ça tient surtout à ce que chacun respecte l'espace de l'autre. C'est le genre de discipline qu'on a besoin de faire à la maison. Alors ça se fait ensemble. Tu sais, alors, si tout le monde s'assoit autour de la table, s'il y a 2 parents puis 2 enfants, disons, dans une famille, puis qu'on dit, mais quelle sorte de discipline on pourrait y avoir dans la maison pour que tout le monde puisse vivre ensemble, tu sais? Alors le père pourrait dire, ben moi, je veux pas que vous touchiez à mes outils. Vous touchez à mes outils, j'aimerais ça que ce soit replacé à sa place. La mère pourrait dire, ben moi, je veux pas avoir de musique à pleine tête passer telle heure. Tu sais, que chacun fasse des qu'est-ce qui ferait son bonheur, parce qu'on vit tous dans le même espace, hein, dans une maison. Et avoir c'est ça, une discipline. Ça fait pas toujours notre affaire, mais on se fait une certaine discipline de répondre à certains besoins. Et on doit avoir de la discipline pour soi aussi. Comme le fait que tous les matins, vous vous levez et vous lavez brossé les dents, c'est une discipline. Et quand on découvre quelque chose qui apporte du bonheur, puis qu'on est bien après, c'est là l'être humain devrait se discipliner à continuer à faire cette chose-là. Tu sais, quand on sait que ça apporte du bonheur à tout le monde, c'est toujours bénéfique. Vous savez, quand vous ne brossez pas les dents, comment vous sentez après? Tu sais, c'est là qu'on voit le bon côté de se brosser les dents. C'est quand on l'oublie. Et puis, alors ça, c'est des formes de discipline à avoir. Puis avec les enfants, de dire, ben, on doit se discipliner, il faut que l'enfant se couche, disons, à telle heure. Un enfant, il a tel âge, il se couche à telle heure. Ça devient de la rigidité si c'est appliqué à tous les soirs régulièrement à 365 jours par année. On peut dire à l'enfant, bien, ça serait important que tu apprennes à avoir une certaine discipline quand il faut que tu te lèves tôt. Ton corps a besoin d'un certain sommeil. Alors moi, je te conseille de te coucher plus de bonne heure quand il faut que tu te lèves tôt, tu sais, mais de lui laisser découvrir de laisser l'enfant le faire par lui-même. C'est sûr qu'au début, il va se coucher à des heures impossibles. Il va dire, ça se peut-tu, ma mère, me laisse la permission. Il va se forcer à rester éveillé, mais ça ne dure pas longtemps. Les enfants, c'est pas des fous. Après une semaine, ils tombent un peu partout. Il va finir par se coucher. Tu sais, faites-leur confiance. Puis, mais, tu sais, il peut y avoir, je vous assure, ça se fait, je le vois arriver à toutes les semaines, il y a des résultats extraordinaires dans nos cours. Si tu dis à l'enfant, tu peux te coucher à l'heure que tu veux, c'est ton corps qui va être fatigué demain, mais là, on va avoir une entente. Disons, après 8 heures ou après 9 heures, là, si tu veux veiller plus tard, mais il ne doit pas y avoir de bruit dans la maison, parce que là, moi, j'ai fait ma journée de travail, puis je suis fatiguée et je veux me reposer. Vous voyez, vous pouvez vous y laisser son espace, puis lui, vous laisse votre espace. S'il veut veiller jusqu'à 11 heures, bien, qu'il joue à quelque part, là, dans sa chambre, quelque part, sans faire de bruit. Voyez-vous, il y a toujours un terrain d'entente. Mais juste en disant, ben, tu sais, moi, je fais cette concession-là, puis j'aimerais ça en retour, tu sais, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça? Là, tu demandes l'opinion de l'enfant. Puis là, peut-être qu'il va dire, ben, je peux-tu avoir jusqu'à 8h30, ou tu sais, essayer d'arriver à un terrain d'entente. Puis c'est tellement plus agréable de vivre quand tout le monde sait qu'est-ce que l'autre veut. Présentement, il n'y a pas de communication. On voudrait que tout le monde fasse de la télépathie, puis devine qu'est-ce qu'on veut. Ça marche pas, vous le savez, ça ne va pas comme ça. Nous avons quelques autres questions à propos de l'éducation des enfants. Je suis d'accord que l'âme de l'autre ne m'appartient pas. Mais en tant que parent, j'ai un rôle d'éducateur face à un jeune enfant, n'est-ce pas? Il a besoin d'un guide.
Et la même question revient à propos de l'heure du coucher, mais sous un aspect du parent qui est un guide. Est-ce que vous avez quelque chose à Oui, je suis ajouter? parfaitement d'accord qu'on est les parents, nous sommes les guides de nos enfants, mais guide, point final, guide sans attente. Tu sais, quand on veut guider, mais on dit je te guide, mais il faut que tu m'écoutes. C'est là que les problèmes commencent. Tu sais, alors, ça veut dire, ben moi, je décide, là, puis toi, tu n'as pas le choix, il faut que tu m'écoutes. Tandis que si on dit, moi, là, je veux juste te dire que si tu fais telle ou telle chose, ça pourrait être dangereux, ça pourrait te rendre malade. Bon, si tu sors dehors l'hiver, rien sur la tête, en petit running shoes, tu sais, tu pourrais prendre froid. Je veux juste te dire, ben c'est ton corps, tu sais. Là, l'hiver, normalement, on se couvre plus. Puis, tu sais, c'est ça, guider. Puis, je vous assure que l'enfant, là, s'il tente l'expérience, puis il veut le vivre par lui-même, il veut sortir dehors à moitié habillé l'hiver, ça prendra pas de temps qu'il va rentrer puis il va s'habiller. Tandis que si tu le forces à s'habiller, il va sortir, là, emmitouflé au suprême, puis là, aussitôt qu'il a tourné le coin, il enlève tout. Là, il va attraper la grippe. Vous le savez, vous l'avez fait quand vous étiez jeune. Hein? Puis la même chose pour le sommeil. T'es force à se coucher de bonne heure, là, il a mal au ventre, faut qu'il fasse pipi, il va avoir un verre d'eau. Là, ça n'arrête pas, c'est une affaire après l'autre. Finalement, il est 11h minuit, dors pas plus. Puis là, il t'a dérangé dans toutes sortes de... Tu sais, il te dérange tout le temps. Fait que on n'est pas gagnant, tu sais, tandis qu'on doit les guider, on doit leur donner une bonne idée, là, qu'est-ce qui serait meilleur pour eux autres, mais on peut pas décider pour eux autres. Toi, peut-être, quand tu étais petit ou petite, tu avais peut-être besoin de beaucoup d'heures de sommeil, puis lui, il a peut-être besoin de la moitié de toi. C'est ça qu'on ne peut pas savoir. Chaque être est un individu avec des normes différentes. Hein? Comment faire quand un enfant est paresseux à l'école? Doit-on le laisser doubler son année scolaire? Quand je relâche mon contrôle, il se laisse aller. C'est bien inquiétant. Je ferais la même chose. Ben, encore, s'il veut doubler, tripler, c'est sa vie. Puis ça fait partie de lâcher prise encore, de toujours vouloir que nos enfants, là, soient les premiers de classe, puis on dit, ça n'a pas d'allure, mon enfant a doublé. Ça, c'est juste notre orgueil de parent qui est touché par ça. Est-ce que tu as vérifié avec ton enfant qu'est-ce que lui voudrait véritablement? Lui as-tu demandé, comment tu te sens à l'idée de doubler, toi? Qu'est-ce qui se passe en dedans, là? Ça te fait-tu peur? As-tu peur de faire rire de toi? Tu sais, imagine-toi que tu doubles, là, tu sais. Comment tu vis ça? Fais-le parler, ton enfant. C'est un être, c'est un individu avec des sentiments, des émotions, des pensées différentes de toi, plutôt que toujours vouloir contrôler. Tu sais, les parents oublient tellement ça, d'aller vérifier avec leurs enfants comment tu te sens le matin quand tu te lèves ou tu es à l'école, comment tu te sens quand tu reviens à la maison, comment tu te sens quand tu es seul avec moi ou seul avec ton père. Tu sais, au début, il va venir tout croche, il ne saura pas quoi dire, il ne sait même pas c'est quoi se sentir parce qu'on lui a jamais demandé comment il se sentait. Mais à force de lui demander, tu vas, à un moment donné, il va finir par s'ouvrir. Elle a demandé comment est-ce qu'il se sent. S'il dit, je me sens bien, ça ne me dérange pas de doubler. Ben, mon Dieu, double, cher. C'est toi, c'est ta vie. Puis, c'est lui qui va. Puis là, si l'année suivante, là, tu lui demandes comment tu te sens, mais t'as Dieu, puis il dit, là, je me sens pas bien, parce que là, je fais rire de moi. Tu vois, là, il va apprendre par lui. Puis laisse-moi dire qu'il va peut-être étudier 10 fois plus après. Alors, tu sais, il faut que ça vienne de lui. Puis ça peut devenir un premier de classe. Tandis que si tu le forces à chaque année, tu n'as pas fini de forcer encore pendant bien des années. Alors, tout le monde est perdant quand on veut contrôler une autre personne. Alors, regarde, en tant que parent, qu'est-ce qui dérange le plus le fait que ton fils double? Tu sais, c'est ça qui est important. Que ça te dérange-tu pour lui ou ça te dérange pour toi? Qu'est-ce que tu vas avoir l'air? Parce que c'est un enfant qui double. Alors, si ça te dérange pour ton enfant, va donc vérifier si l'enfant, ça le dérange. C'est lui qui est l'important là-dedans. Ça, je ne sais pas si on va l'essayer demain matin. Quand on se rend compte que très subtilement, on veut toujours nous contrôler, malgré nos efforts pour rétablir la situation et que chacun garde son contrôle, quoi faire dans ce temps-là? Bon, je réponds toujours la même chose. Quand on se rend compte que quelqu'un d'autre nous fait quelque chose, c'est parce qu'on fait la même chose. Tu
sais, regardez-vous donc à travers les autres. C'est comme ça que vous allez grandir. Tant que tu regardes l'autre puis tu te dis, regarde-moi donc ça, regarde-le donc aller. Là, il est en train de me contrôler subtilement. Là, il pense que ça paraît pas, mais je suis pas une folle, je m'en aperçois. Bien là, tu t'arrêtes puis tu te dis, ça se pourrait-tu que moi aussi je fasse ça avec quelqu'un d'autre? Puis là, tu vas grandir. Puis si tu dis, oh non, moi, je ferais jamais ça, alors demande-le aux autres. Est-ce que vous avez l'impression que des fois, je veux vous contrôler? OK? Demandez-le aux autres. Là, ils vont peut-être vous dire quelque chose que vous aimez moins entendre, là. Mais c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est comme ça qu'on change des choses parce que vous recevez des autres ce que vous donnez. C'est ça, la loi de cause et effet, la loi du retour, la loi dont récolte ce qu'on sème. Et croyez-vous, oui ou non, à cette loi-là? Bien, ça n'a pas l'air, parce qu'on est toujours en train de me dire, oh, si tu veux, mon mari est comme ci, mon mari est comme ça, tu sais, là, arrête donc de dire, il est comme ci, comme ça, dis donc, je suis comme ci, je suis comme ça. On se fait toujours arriver, si on récolte ce qu'on sème, si je reçois ça d'une autre personne, c'est parce que je l'ai semé avant. C'est ça, la grande loi. Et c'est justement, c'est pour ça qu'on a besoin des gens autour de soi. Et quand on apprend à se regarder à travers les autres, c'est là qu'on peut dire, ah, regardons ça, là. Alors, quand je sème telle affaire, j'aime pas la récolte. Si t'aimes pas la récolte, sème autre chose. Comment tu vas savoir ce que tu sèmes? En regardant ta récolte. Vous parlez de l'énergie du contrôle dans le corps. Où se situe-t-elle? Le contrôle, ça stresse le corps en entier, ça cause des blocages d'énergie, mais ça, dépendant de ta façon là, d'utiliser le contrôle, si tu veux, disons, contrôler quelqu'un au sujet de son avenir, ça va surtout se manifester, disons, dans les genoux, dans les jambes, tu sais, parce que les jambes sont reliées à l'avenir. Alors, si toi, tu te contrôles énormément pour ne pas dire certaines choses, tu te retiens toujours de parler, tu vas avoir un effet dans ta gorge. Tu sais, alors, vous regardez dans quelle partie du corps que l'énergie est bloquée, parce que le corps, il parle. Je ne sais pas si tout le monde ici croit à la métaphysique. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à croire ça, que chaque partie du corps a un message différent? Levez la main. Non, ça va. Alors, parce que dans le livre, dans celui-ci, je les explique, hein, au-dessus de 300 malaises et maladies, dans qui es-tu? Et il y a véritablement un lien, là, assez spécial. Moi, au début, je trouvais ça bizarre. Je disais, mon Dieu, comment ça fait que le genou dit une affaire, puis, tu sais, la hanche, une autre chose, puis la gorge, une autre chose. Mais c'est tellement spécial, là, comment chaque partie du corps est reliée à un aspect, une attitude différente de l'être humain. Et je me dis, je comprends pas comment que ça se passe, mais c'est de même. Tu regardes c'est évident, tu sais, les résultats sont là. Alors, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ça, puis j'ai juste accepté, constaté que c'est de même. Alors, pour savoir où ton contrôle, où est-ce qu'il se loge dans ton corps, regarde à quel endroit l'énergie est bloquée, c'est-à-dire où est le malaise et maladie. La dépendance, est-ce une forme de contrôle? Oui, quand on dépend de quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'on veut avoir le contrôle. Parce que quand on veut avoir le contrôle, c'est parce qu'on n'est pas dans notre pouvoir. Quand on est vraiment dans notre pouvoir de créer notre vie, puis on sait qu'on peut faire n'importe quoi, on n'a plus besoin de contrôler les autres. On est juste bien à faire notre vie de soi-même. Alors, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, le cercle vicieux. Alors, si tu n'es pas dans ton pouvoir, tu dépends de quelqu'un d'autre pour être heureux parce que toi, tu ne crois pas que toi, tu peux être heureux par toi-même. Alors, pour dépendre de l'autre, tu as besoin de contrôler l'autre. Tu as besoin de savoir que l'autre t'aime. Fait que si l'autre ne fait pas ce que tu aimes, comme moi, quand au début de mon premier mariage, pour moi, un homme qui aimait sa femme, c'était un homme qui voyait à tout dans la maison, là, tu sais, comme j'avais vu mon père faire avec ma mère, ma mère avait besoin de lui dire que le gazon a besoin d'être coupé, puis qu'il y avait une poignée de porte de brisée, tu sais, mon père partait et faisait ça. Alors, automatiquement, quand je voyais mon mari qui voyait rien de ça, installé à regarder les comiques avec ses fils, puis le gazon a besoin de couper. Là, je trouvais ça épouvantable. Fait que là, je disais, quand est-ce qu'il va couper le gazon? Ça a-tu de la deux? Tu sais, je voulais toujours le contrôler parce que pour moi, là, j'avais besoin d'être aimée de cette façon-là. Alors, tu vois, je n'étais pas capable d'être heureuse par moi-même. J'avais besoin de ça pour être aimée. Et c'est pour ça que j'essayais tant de contrôler. Tandis que quand on est capable d'être bien dans soi-même, on lâche prise. Puis le gazon, bien, s'il coupe aujourd'hui ou demain, c'est pas grave. Un moment donné, il va se faire. Puis s'il ne veut pas le faire, bien, tu engages quelqu'un d'autre pour le faire. Là, c'est ce que je fais maintenant.
C'est pas Jacques qui fait le gazon. Qui est-ce qui paye? On fait ça, nous deux. Est-ce que l'incontinence, ça serait relié au contrôle? L'incontinence est reliée à la peur. Alors, quand on voit un enfant là, qui mouille le lit, puis même plusieurs adultes, c'est vraiment la crainte de l'autorité. C'est pas avoir une peur physique de quelqu'un, mais avoir une peur, craindre déplaire quelqu'un qu'on aime beaucoup, beaucoup. C'est ça qui est vraiment relié à l'incontinence. Alors, si vous avez un enfant, ça ne dit pas si c'est un enfant, hein? Si ça fait Non. un enfant, en général, c'est toujours chez un enfant. Un enfant là, qui mouille le lit, c'est assez évident de savoir cet enfant-là, si c'est son père ou sa mère, là, c'est comme s'il adorait ce parent-là. Il l'avait mis sur un piédestal, puis il ne faut pas qu'il déplaise à ce parent-là. Là, c'est la grande peur de déplaire, tu sais. Et c'est bien important aux parents, à ce moment-là, de dire à l'enfant, de lui faire souvent des compliments, puis de lui dire, tu sais, c'est pas grave comment tu te trompes, je t'aime pareil, puis de lui montrer qu'il est aimé, même si il fait pas toujours les choses parfaites, tu sais, parce que l'enfant est trop craintif. Et les pertes de mémoire, est-ce que ça a un rapport avec vouloir contrôler? Les pertes de mémoire, ben ça, là, j'ai jamais regardé ça, là, Parce que normalement, les pertes de mémoire, c'est parce que tout simplement, on y porte pas d'importance, tu sais, à la chose, parce que c'est pas si important que ça. Et aussi, c'est souvent chez des gens qui vivent pas leur moment présent. Alors, si tu es en train de faire quelque chose, puis tu penses au passé ou tu t'inquiètes pour le futur, tu sais, tu as de la difficulté à vivre dans ton moment présent, ça se pourrait que tu aies de la difficulté à te souvenir de ce qui s'est passé. Ou ça peut tout simplement être parce que c'était pas aussi important que ça. Une personne se questionne à propos d'un blocage qui est au niveau du premier centre d'énergie, celui vers le bas. Elle dit qu'elle a des petits nerfs coincés qui tirent au niveau du coccyx. Est-ce que ça a un rapport avec le contrôle? Je dirais que oui, parce que le coccyx, c'est relié directement à la dépendance. Les personnes qui ont... Parce que le premier centre d'énergie, c'est tout le bas du ventre, les fesses, le coccyx, les jambes. Ça, c'est relié directement avec la survie, tu sais, avec tout ce qu'on a besoin là, présentement pour vivre, notre nourriture, une maison, un toit, de l'argent pour arriver. Et les personnes qui ont des peurs matérielles, ça peut affecter cet endroit-là du corps. Alors, le coccyx est relié à des peurs matérielles ou quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme ton corps te dirait, veux-tu arrêter de dépendre des autres là, pour avoir des choses dans ta vie? Surtout au niveau du avoir. Et que tu es vraiment capable, toi, de le faire par toi-même. Tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre puis d'avoir peur de perdre quelque chose. Comment réapprendre à se sentir capable lorsque nous sentons avoir perdu ce pouvoir? OK, alors personne ne perd son pouvoir. Le pouvoir est toujours là. C'est juste que tu n'es pas en contact avec ton pouvoir. Tu l'as tellement mis d'enveloppe par-dessus, puis tu l'as caché comme il faut, là, que toi, tu ne crois plus qu'il est là. Mais il est toujours là. Chaque personne ici a le même pouvoir. On a tous, hein, comme j'ai dit plus tôt, on a le même pouvoir. Alors, c'est de reprendre contact avec ton pouvoir. Comment reprendre contact? C'est en faisant des actions. Alors, juste là, aller toujours un petit peu plus loin, tu sais, faire quelque chose que tu as peur de faire, bien, ose le faire. Prends des risques. Tu sais, prends des petits risques pour commencer et ça va être la seule façon que tu vas finir par reprendre contact avec ton pouvoir. Tu vas dire, « Hey, non, ça, je suis capable de le faire. » Puis là, tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est important de te souvenir qu'il est là. Personne ne perd son pouvoir. On donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre, on y donne à l'autre personne, mais notre pouvoir à nous autres est toujours là. Une personne qui a des allergies demande, à partir du moment où j'ai pris conscience d'une rancune à cause d'une perte de contrôle et que je l'ai acceptée et pardonnée, dans combien de temps je peux espérer une guérison? La guérison de son allergie. Oui. Alors, elle associe que son allergie est due à la rancune qu'elle avait envers quelqu'un. Parce que les allergies, c'est pas juste de la rancune. Une allergie, c'est une dépendance. Elle parle aussi de perte de contrôle. Oui.
Quand on est allergique, c'est qu'on est devenu trop dépendant de quelque chose ou d'une personne. Et cette personne-là a beaucoup trop d'importance dans notre vie. Tu sais, c'est un peu comme, vous allez des fois entendre d'une personne qui va dire de sa mère qui est morte depuis 10 ans, « Oh, si ma mère m'entendait parler ou qu'elle me voyait faire, elle se retournerait dans sa tombe. » Hein, on entend des gens, là, les parents sont morts, mais les parents sont encore attachés à eux autres. Elle n'est pas capable de rien faire sans penser, « Oh, qu'est-ce que ma mère dirait? » Bien, il y en a, les gens qui ont des allergies sont souvent des personnes qui, sans le savoir, là, ça, c'est toujours inconscient en général, c'est comme ça, ils ont comme une espèce de lien très fort avec une personne qui est très important dans leur vie, puis ils ont peur de faire des choses pour déplaire à cette personne-là. Fait qu'ils deviennent dépendants de la personne, dépendants de l'accord de cette personne-là, puis d'un autre côté, ils veulent rien savoir de cette personne-là. Ils sont enragés quand la mère passe son temps à les appeler. Tu fais, quand maman, vas-tu me laisser tranquille? Mais dans le fond, quand sa mère appelle, elle raconte tout ce qu'elle fait. T'sais? Puis, c'est pour ça, l'allergie, regardez une personne alcoolique, une personne qui a pris beaucoup d'alcool dans sa vie, à un moment donné, elle devient allergique à l'alcool. Puis pourtant, il y a une partie d'elle qui n'est pas capable de se passer de l'alcool, puis l'autre partie de cette personne-là, là, de la minute qu'elle a pris un petit verre d'alcool, c'est comme si elle avait pris une bouteille. Tu sais, plus tu es dépendant d'une chose trop longtemps, à un moment donné, tu en deviens allergique. La même chose, j'ai vu des gens qui sont dépendants du sucre. Ils font juste prendre un petit dessert et puis c'est comme s'ils avaient mangé le gâteau au complet, tellement ils ont des effets très forts de sucre et même, ils deviennent comme s'ils avaient pris un verre, tu sais, ils viennent se mettre à rire, puis ils sont quasiment ivres juste avec un petit dessert, tu sais, parce que là, le corps n'est plus capable de prendre le sucre. Alors, les allergies, toutes les sortes d'allergies, c'est la même chose. Alors, regardez si vous êtes allergique, là, quelle personne qui vous impressionne beaucoup. Tu sais, une personne pour qui c'est important là, qu'elle soit d'accord avec vous autres, puis vous allez trouver la cause de votre allergie. Une question à propos d'une personne qui vit avec un alcoolique. Comment réagir? Quelle doit être l'attitude? Comment ne pas le contrôler, par exemple, en auto ou à une soirée qu'il me fait perdre à cause de sa boisson? Le divorce est-il une solution? Quand on marie un alcoolique, c'est un dépendant, il dépend de sa bouteille, c'est parce que toi aussi, tu es une dépendante. Alors, toutes les personnes que je connais qui sont mariées à un alcoolique sont en général des grands dépendants de sucre et souvent de médicaments. Alors, commence par regarder laquelle ou cigarette. Regarde quelle est ta dépendance à toi. Quelle est la chose que tu ne peux pas te passer. Alors là, tu vas commencer à comprendre comment lui a de la difficulté à se passer de sa bouteille. Alors, vous êtes deux dépendants ensemble. C'est impossible à une personne qui n'est pas dépendante de marier un dépendant. Alors ça fait partie de la grande loi là, de cause et effet qu'on attire les gens comme soi. Puis on a beaucoup de difficultés à dire, mais ça se peut pas. Mon mari qui est tout le contraire de moi. Je vous assure, hein, ça fait trop de gens que j'ai étudié, avec qui je travaille, il n'y a pas de contraire. Si vous êtes contraire, c'est parce que vous vous forcez à ne pas être d'une certaine façon. Mais le fond est pareil. C'est que ce soit même un qui laisse tout traîner, puis l'autre qui ramasse, qui est super à l'ordre. Mais celui qui est super à l'ordre aimerait ça bien gros laisser traîner des fois, mais il ne se donne pas le droit de le faire, c'est pas correct, il ne faut pas laisser traîner. Puis l'autre qui laisse traîner, il aimerait donc ça être à l'ordre des fois, mais vu qu'il se fait toujours chicaner par l'autre qui dit « Veux-tu arrêter de laisser traîner? » Bien là, il est en réaction, puis il continue de laisser traîner. Tu sais, alors il y a un milieu pour ces deux personnes-là, mais les deux sont en réaction, c'est pour ça qu'ils sont dans les deux extrémités. Et l'idéal, c'est quand vous allez trouver votre milieu, tous les deux. Vous êtes ensemble pour vous aider à atteindre cette harmonie-là. Et c'est la même chose, l'alcoolique et la dépendante. C'est une dame, hein, c'est son mari qui est alcoolique, c'est ça? Alors, l'idéal, c'est pas le divorce parce que tu vas trouver un autre dépendant après. Laisse-moi te dire, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas t'en prendre un qui prend pas une goutte de boisson, tu te dis, bon, j'en ai frappé un qui boit pas. 5 ans plus tard, il est alcoolique. Ah oui, hein, je le vois continuellement parce que il n'avait pas commencé à boire encore, mais je ne sais pas, c'est ça qui y arrive. Et alors, l'idéal, c'est d'arriver puis de trouver ton mari puis de dire, là, je viens de me rendre compte de ma dépendance. Toi, tu dépends de l'alcool, puis moi, je dépends, disons que c'est le sucre. Puis si tu veux savoir, là, si tu n'es pas dépendante du sucre, parce que les dépendants du sucre ne veulent pas se voir, essaye pendant une semaine
pas de jus, pas de liqueur, pas de pâte, pas de dessert, tu sais, pas de gomme, pas de beignes, pas aucun sucre, peut-être un fruit par jour. Tu vas le voir si c'est dépendant ou non. Tu vois, tu vas vouloir manger les mûres au bout d'une semaine. Et parce que c'est très fort, la dépendance sur le sucre. Et quand tu vas t'en rendre compte, puis tu lui dis, tu vois, on est deux dépendants ensemble. Ça, c'est quand on est trop dépendant. C'est pas parce que vous n'êtes pas des bonnes personnes, c'est juste que vous n'avez pas appris à vous aimer assez pour vous remplir, vous autres. Mais vous avez absolument besoin d'une autre personne pour sentir qu'il y a de l'amour dans votre vie. Alors, juste dire, bon, ben là, tu vois, on est deux dépendants. On dépend d'un et de l'autre dans le moment. Comment on pourrait faire pour s'aider tous les deux, tu sais? Moi, je dépends de mon sucre, puis toi, tu dépends de tes choses. Alors, on est deux pareils. Et là, essayez de voir comment vous pourriez vous aider. Tu sais, peut-être qu'il va dire, ben moi, ce qui m'aiderait beaucoup, c'est que tu me laisses tranquille pour un bout de temps, tu sais, pas me parler. Demande-lui qu'est-ce qui ferait son bonheur. Puis toi, explique ce qui te ferait plus ton bonheur, toi, pour devenir moins dépendant. Vous avez certainement des préférences ou des choses que vous aimeriez, mais c'est à vous parler, c'est en mettant ça au clair que là, il y a de l'espoir. Si, par contre, ça devient intolérable, invivable, tu peux laisser, tu sais, t'es pas obligé de faire ce processus-là maintenant. Tu peux te divorcer si tu veux, mais en sachant bien que tu vas avoir à faire ton processus à un moment donné avec quelqu'un d'autre de dépendance, tu sais. Parce que des fois, il y a des situations qui sont intolérables puis on n'est pas capable de le faire tout de suite. Ça, c'est ton choix. Une dernière question. Pour arriver à un si grand contrôle de vous-même, alors on suppose que vous en avez un, avez-vous déjà perdu le contrôle? Pourquoi vous pensez que je l'enseigne si bien? Ah, mon Dieu. Ah oui, c'est surtout mon plus vieux. Ah non, il n'est pas ici, mais il m'a dit qu'il était pour acheter la cassette ce soir. Lui, il sait. Lui, je l'aurais planté dans le mur à plusieurs reprises. Ah, lui, il avait le don de me faire marcher. Mais définitivement, je suis la personne qui a tellement voulu contrôler et je suis encore dans une position de contrôle. Dans le moment, je contrôle une compagnie qui a 22 employés. Je contrôle la Fondation Écoute ton corps, les éditions TC, enfin. Mais j'ai appris à avoir d'un contrôle tout en respectant, tu sais, les autres personnes. Alors, je vous assure, ça se fait. Ça se fait. Puis, j'ai appris aussi avec Jacques à être capable d'être bien dans une relation sans toujours contrôler l'autre. Puis, on se le dit d'ailleurs de tous les deux ensemble quand on voit tu sais, que tout à coup, oups, ça revient, là. Mais définitivement, j'ai perdu le contrôle.